Oui, on les retrouve Eric Johnson, Horus Donkovi et Madame Kenyossi Sophia Danou pour la suite. Avant de parler de la République démocratique du Congo, nous continuons notre périple au Mali. On parlait des autorités de transition qui ont suspendu France 24 et RFI dans ce pays. Madame, vous avez la parole. Oui, merci. Et bon, j'apprécie. Bon, c'est parce que je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport aux sorties de Horus Donkovi et de celle de Eric Johnson. Oui, et j'apprécie vraiment ce que M. Eric Johnson a dit tout à l'heure concernant les différentes forces qui existent sur le territoire malien. Et que bon, il faut faire une analyse approfondie de la situation avant d'attribuer le tort à quelqu'un. Donc, parce que ces forces-là, il a dit tout à l'heure, il y a les civils qui s'arment aussi de quelque part. Moi, je les appelle des bandits, excusez-moi, ce n'est pas le terme approprié, mais qui commettent aussi des exactions. Donc, du coup, et que ces publications, il faut faire un peu d'analyse avant un peu de retenue, excusez-moi, avant d'annoncer ces genres d'informations, parce que ça choque un peu. Pour vous, c'est l'aspect hâtif que vous voulez dégager. Hâtif. Ouais. Et puis bon, jusqu'alors, rien ne le prouve. Comme on l'a dit la fois passée, et le président Goïta dit non que... En tout cas, et si le président Goïta et les autorités prouvent à suffisance que rien ne le prouve? Bon, jusqu'ici, on n'est pas sur le territoire malien. Ce ne sont que les récits et tout ce qui nous parvient. C'est sur ça que nous portons nos analyses. Il ne faut pas que ces genres de publications alimentent l'opinion internationale et publique et qu'on arrive quand même à ce qui s'est passé au Rwanda où on a la génocide, où on a massacré les Tutsis. Donc, moi, ces genres de publications, il faut faire très attention, analyser les choses. C'était trop vite fait aussi. Et puis, bon, quel est l'intérêt, moi, je me dis? Bon, tout un ensemble de forces sur le territoire. On a vu des hommes à la peau rouge. C'est trop. On veut parler de quel? On peut parler des Russes. Ou bien des Touaregs. Des Russes. La peau rouge, c'est les Russes. Donc, du coup, il faut arriver quand même à cerner ce milieu-là. La presse fait une propagande ces derniers temps. Et beaucoup de chaînes font une propagande ces derniers temps. Ça concerne également la crise ukraino-russie. Et puis, ce qui se passe en Afrique ici. Et les chaînes françaises, européennes font trop de propagande pour leur... Et si tu permets, c'est étonnant parce que justement, mais les mêmes personnes qui condamnent ce qui se passe au Mali, là, contre le Mali, ils ne condamnent pas le fait d'avoir eux-mêmes réprimé des médias russes. Parce qu'ils estimaient justement que le traitement des faits, l'analyse des faits n'allait pas à l'encontre de la position occidentale. Donc la plupart des médias ont été sautés les médias, que ce soit sur le net, tout a été sauté. Donc eux-mêmes ont censuré ces médias. Donc c'est étonnant que pour le Mali qui a un problème de stabilité, ils ne comprennent pas que l'État malien, pour justement garantir la stabilité au sein de son territoire, puisse à son tour refuser qu'un certain nombre de médias diffusent sur son territoire. Loin de moi toute idée de défendre qui que ce soit ici, mais ce qui se passe avec la Russie, c'est une façon d'isoler la Russie du fait d'avoir attaqué l'Ukraine. Mais l'État malien lui-même est isolé. Non. Si, on souhaite l'isoler. L'État malien n'a pas... Non. Oui, mais on souhaite l'isoler. Il est en conflit avec un pays. Alors, voilà les faits. Il est en conflit avec un pays dont il a chassé l'armée, mais qui a encore ses médias sur le pays. Nous parlons, oui. Ça n'a rien à voir. Le truc, en réalité, tu l'as dit, c'est qu'il faut véritablement qu'il y ait des journalistes maliens locaux, tout à fait, qui arrivent quand même à relayer les informations. Et de façon... Peut-être à contredire.
Oui, tout à fait. Mais oui, ils doivent. Mais tout à fait. Il y a le ministre de la Communication qui a intervenu. Le ministre, on peut comprendre que c'est un politique. Oui. Non, mais il faut que le journaliste garde sa capacité critique à pouvoir relever un fait, l'analyser et l'exposer. Après, ce que les politiques ou autres personnalités peuvent en faire, ça c'est autre chose. Mais il faut que les États africains, y compris l'État malien, comprennent que c'est en leur désavantage de, comment dirais-je, de déstructurer toute une profession. Parce que ce qu'il y a au Mali en termes de profession de la presse, il y a le même problème au niveau du Togo. C'est-à-dire les acteurs politiques, les acteurs économiques, tout ce qu'il y a d'important trouvent beaucoup plus légitime d'apparaître sur un média occidental et étranger que d'apparaître sur leurs propres médias et de laisser faire, les journalistes locaux, de laisser à ces journalistes le soin de faire leur investigation, leur enquête, leur analyse. On a vu il n'y a pas longtemps avec Ferdinand Haïté qui a eu des problèmes de justice parce qu'à un moment il a relégué un fait. La logique aurait voulu qu'il puisse avoir d'autres journalistes qui puissent faire l'investigation, l'analyse et qu'on puisse sortir vraiment un débat constructif et ainsi de suite. La vérité a été que parce que justement il a sorti ce fait et que ça a bougé les lignes. À un moment on a parlé de comité de suivi, on a vu le gouvernement qui dit oui, voilà, je vais jeter un œil un peu plus attentif sur un certain nombre de choses et ainsi de suite. Qui gagne si on jette un œil attentif sur la gestion de l'État? Qui gagne? C'est l'État, c'est la population togolaise. Donc par conséquent, il faut au sein de nos États qu'à un moment nos politiques puissent accepter qu'on puisse aller sur un plateau et que le journaliste puisse faire son travail sans le forcer à être manichéen, sans le contraindre à choisir un camp, sans l'appauvrir, sans le mettre dans une position de mendicité et sans à un moment lui refuser la possibilité d'avoir des informations crédibles au sein du territoire. Je rappelle que nous sommes au Togo. Si demain il y a un truc au Bénin, ou il arrive qu'un truc au Ghana, pour avoir les images, il va encore falloir prendre les images de TV5, de l'AFP, de RFI, et il n'y a strictement aucune logique à cela parce que dans la diffusion, dans l'énoncé du message, si vous êtes fin, même quand vous avez les débats à RFI, ainsi de suite, si vous êtes fin, vous verrez que dans l'emploi des mots, dans l'emploi des syntaxes, dans l'emploi de la phrase, de façon subliminale, de façon subjective, on fait passer du message, on oriente les consciences. Et pour nous, Africains, c'est important d'avoir la liberté, disons, de préserver l'esprit critique et l'esprit d'analyse, comment si vous voulez, la capacité d'information qu'on peut soumettre à la population. C'est important que nous puissions garder cela. Allez, on va en RDC pour terminer quelques secondes. Eric Johnson. Déjà, même dans les débats. D'abord, il faut que les politiques débattent, que les politiques disent clairement ce qu'ils veulent. L'instrumentalisation de la presse est une réalité et c'est partout. Il n'y a pas un organe dans ce monde-là qui n'a pas derrière un financier. Oui, ça n'existe pas. Tout à fait. Et quand vous voyez, on prend le cas de la France, aujourd'hui il y a plusieurs médias qui sont entre les mains de moignons français. Ce qui fait que, dès le départ, le journaliste n'est pas totalement libre dans l'exercice de sa profession. Maintenant, quand on y ajoute de la politique, ça devient très dangereux. Et c'est ce qui se passe au Mali. Quand on dit, par exemple, que les journalistes ne peuvent pas aller au front pour prendre des images, parce qu'on leur dit tout d'abord, c'est dangereux. Or, il y a une formation que les journalistes font sur pour couvrir les conflits. Mais on ne leur permet pas d'exercer cela. Et donc, on est obligé d'avoir les informations venues d'ailleurs. Et c'est ce que nous consommons en Afrique. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Et on reste toujours en Afrique pour parler de la République démocratique du Congo, où 62 organisations de ce pays et étrangères ont alerté jeudi sur la préparation dans ce pays d'élections bâclées, chaotiques, prévues
en 2023. Madame Sophia Kenyonsi, tout ce que ces organisations réclament, ce sont des élections véritablement libres. Oui. Jusqu'ici, les 62 ONG font comprendre que Félix Tshisekedi fait tout pour être réélu à sa propre succession et qu'il n'y a pas de cadre de concertation, de discussion, de dialogue, de concertation pour que ceux-ci puissent émettre leurs avis par rapport à ces préparatifs pour les élections. Donc, ils ont déjà accusé 12 mois de retard, comme ils le disent, et que, d'autres accusent par rapport au fonds disponible au niveau de la CENI pour la pré-campagne. Oui, la pré-campagne, les pré-préparatifs pour les élections. L'Église catholique est contre la composition de la CENI ainsi que l'Église protestante également. Donc moi, tout ce que je veux dire, c'est que il faut que Félix Tshisekedi arrive quand même à faire ce cadre-là, de ce cadre dont réclament ces ONG-là, et un cadre inclusif. Pour que, qu'on n'arrive plus à des contestations des élections de 2011 et de 2018, comme Memi le souligne très bien dans leur déclaration. Donc, il faut arriver qu'il est en train de monopoliser tout, le côté économique, le côté militaire, le côté, tous les aspects. Tous les côtés, donc. Oui, pour que ça soit favorable. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons de part et d'autre dans toute l'Afrique. Et quand même, en tout cas, ça existe dans beaucoup de pays, bien sûr. Mais il faut que ça soit équitable, sain et équitable. Un cadre de concertation sain, inclusif, sain, équitable, où chacun essaiera quand même d'apporter son savoir-faire pour que ça puisse profiter à tout le monde. Je ne sais pas ce qui se trouve là, à ce sommet-là. Quand on prend les rênes du pouvoir, on ne veut plus les laisser. Donc, pourquoi empêcher les autres? Que si vous avez la chance d'aller là-bas, vous saurez. Alors, avant de retrouver Eric Johnson... Tu me laisses pas le temps de répondre, non, pas du tout. Avant de retrouver Eric Johnson pour voir ce qui se passe concrètement, politiquement, dans ce pays, oui, au risque d'un Covid, on doit avoir des inquiétudes parce qu'on sait ce que peuvent donner des contestations dans ce pays. Après, moi, ça me fait un peu sourire parce que ça me rappelle ce qui s'est passé à un moment avec Kabila, un report successif. Mais après, si vous voulez, ce que je trouve assez ironique, c'est le fait d'avoir des pays qui sont potentiellement riches, mais qui ont toujours des problèmes d'argent quand il s'agit d'organiser leur élection. C'est magnifique. Je sais pas s'il va falloir encore attendre une aide de l'extérieur, un encadrement. Potentiellement riche. Oui, potentiellement riche, mais après, quand je dis même potentiellement riche, c'est le pays des milliards. Il y a un certain nombre de millionnaires, de milliardaires, de structures hyper importantes et ainsi de suite. Économiquement, c'est un pays, malgré, comment dirais-je, tout ce qu'il subit, c'est un pays qui génère quand même un certain nombre de sous. Voilà. Donc après, ce que je trouve, je pense qu'il s'agit vraiment d'irresponsabilité. C'est le fait et je pense que ce n'est pas spécifique à la RDC, c'est-à-dire c'est le fait de retomber de façon cyclique dans le même genre de crise, comme si on n'apprenait rien de la crise précédente. Donc à un moment, il y a quelque chose d'hyper redondant, d'hyper fatigant, d'hyper lassant, parce qu'on retombe encore dans le même problème avec la CENI, le même problème avec le financement, le même problème avec les confessions religieuses, le même problème avec... Donc limite, ce qui me gêne avec la politique africaine et les politiques africains, c'est le fait de légitimer le fait. C'est-à-dire le fait d'avoir... de légitimer le fait. On a l'impression que la bonne élection ou le bon processus électoral, c'est celui qui est conflictuel. Et conflictuel dans tous ses aspects. Donc à un moment, on va se retrouver, comme d'habitude, là on est à 12 mois de retard, on n'est pas prêt, donc on va encore repousser. La contestation va enfler, on va organiser une élection présidentielle qui va être contestée. Et on est reparti pour un nouveau mandat avec des pics.
Et ce qui est le plus révoltant, je pense aussi, c'est le fait et je pense qu'au niveau des populations, je pense que c'est cela qui touche le plus, c'est le fait quand même d'avoir la conviction qu'en réalité, on peut sortir de cela. On peut se permettre une élection correcte, avec une CENI correcte, avec un budget planifié, organisé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections dans le pays, et donc qu'on connaît exactement combien il faut pour organiser ces élections. C'est possible de faire les choses convenablement, correctement, mais il y a un certain vice redondant, je dirais même africain, qui veut qu'une élection sans problème, sans friction, sans contestation, sans problème de gestion, ne soit pas une élection gagnante. Alors peut-être une remise en cause des élections de 2011 et 2018. On va marquer la petite pause, et on revient donner la parole à Eric Johnson, directeur de publication de l'Union.